Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur New Info pour le plateau de l'invité. Au Tchad comme au Sénégal, les propos controversés du président français Emmanuel Macron tenus le lundi 6 janvier dernier à Paris lors de la conférence des ambassadeurs continuent de provoquer de vives réactions. Le président français s'est montré mécontent, voire agacé par l'attitude de certains dirigeants africains qui, selon lui, auraient dû, je cite, dire merci à la France pour avoir garanti la souveraineté de leur pays. En matière de coopération militaire, Emmanuel Macron déclare que le départ annoncé de l'armée française de certains pays africains n'est en réalité qu'une réorganisation proposée par la France elle-même et non le contraire. Entre mécontentement et indignation, qui doit des excuses à son prochain, des questions que se posent des observateurs sur le continent. Lucas Baki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste et analyste politique. En discours de 2 heures lors de la traditionnelle réunion annuelle avec les diplomates français déployés à l'étranger, le président Emmanuel Macron s'est prononcé sur les relations entre la France et les pays du continent africain, notamment en matière de coopération militaire. Quel est l'état actuel des relations entre la France et l'Afrique sous l'administration d'Emmanuel Macron? Non, je pense qu'on n'en a pas besoin de faire encore l'état. Tout le monde connaît cet état. Seulement, ce que je voulais dire, c'est d'abord de remercier en fait tous ces intellectuels panafricains qui se sont mobilisés autour de cet écart de langage exprimé par Emmanuel Macron. On sent effectivement qu'il y a un engagement farouche, une détermination en tout cas de l'intellectuel africain qu'il prend le malin plaisir d'ailleurs d'insulter, à conquérir véritablement la souveraineté et l'indépendance des pays africains. Je pense que c'est l'occasion de le saluer. Cela dit, avant même de venir sur l'État, je voudrais quand même dire que je suis un communicateur et à l'école, on m'a appris que lorsque tu es dans un contexte de discours ou d'échange avec un interlocuteur, la première question que tu dois te poser, c'est qui parle. Cette question-là te permet de viser précisément la crédibilité de celui qui émet un message. Dans le contexte précis d'Emmanuel Macron, c'est un jeune garçon qui a connu un profil très lisse à l'école, il est bien diplômé, ça c'est vrai, mais il a eu un parcours très très bref sur le plan politique, juste secrétaire général adjoint de la présidence, puis ministre de l'économie et parachuté à la tête de l'État français pour conduire les affaires d'une puissance internationale comme la France. Mais quelle a été sa prouesse? De 2017 à 2024, à moins de 8 ans de gouvernance, Emmanuel Macron a conduit la dette française à 3 303 € aujourd'hui, soit 114%, pratiquement 113,7% du PIB français. C'est du jamais vu en Europe, c'est du jamais vu dans le monde. C'est-à-dire qu'il a conduit la France dans un précipice total avec cette crise économique, en tout cas cette incapacité à gouverner les Français. Deuxième chose qu'on doit remarquer, sur le plan politique et social, c'est l'instabilité totale en France, avec aujourd'hui ce qu'on appelle une crise de régime, où précisément il n'a pas de possibilité d'avoir une Assemblée nationale qui va donc avaliser ses choix politiques. C'est la division totale, c'est la débandade en France. Quand vous êtes en face d'un monsieur comme ça, qui a un tel résultat, vous êtes obligé de viser sa crédibilité. Donc, ça veut dire que vous êtes en face d'un monsieur qui a tout au moins un problème avec la lucidité. Ce n'est pas pour rien que j'utilise ce mot lucidité, parce que lui-même dans son discours, il a utilisé plus de 5 fois, prônant la lucidité, étant très lucide dans un monde de désordre, où donc c'est la France qui est la plus lucide en ce moment et qui souhaite véritablement... Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un problème de lucidité, forcément, il doit pactiser avec le déni. Voilà pourquoi, même dans son contexte, vis-à-vis de sa propre mission, vis-à-vis de son pays qui est la France, il n'a jamais reconnu ses manquements, ses torts, ses lacunes. Il pense toujours que ce sont les leaders politiques qui sont des faux, ce sont des députés qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire pour la France, etc. Et du coup, il continue de conduire la France dans un précipice total. Face à un tel monsieur, je pense qu'on n'a plus trop le droit de le prendre au sérieux lorsqu'il commence à parler avec autant d'arrogance, de condescendance vis-à-vis des dirigeants africains. Vous me demandez l'état actuel des relations, vous parlez de la coopération militaire, je suppose.
vous avez suivi l'histoire et tous les faits qui ont marqué précisément cette coopération-là depuis plus d'un an ou deux. Nous sortons ici tout le temps pour relayer tout ce qui se fait entre la France et les pays du Sahel, notamment de l'AES. Ça a commencé par le Mali, vous vous rappelez, où après 10 ans de l'opération Barkhane, la France s'était montrée par une faiblesse et une incapacité notoire à lutter contre le terrorisme. Au contraire, on avait noté une certaine connivence, sinon une intelligence bien ficelée entre la France et les ennemis d'un pays comme le Mali. Et dans la foulée, dans une agitation parfaite, et la France avait dit qu'elle entendait partir du Mali. Ça, c'était en réalité un chantage pour pousser le général Assimi Goïta et son équipe à négocier, à ramper. Et puis eux, ils ont saisi la perche pour leur dire, partez immédiatement ici et maintenant. Et puis, c'est à la France maintenant de commencer à jouer aux prolongations, à tourner en rond, etc., etc. Mais au bout du compte, elle a été poussée à partir clairement du Mali. Ce fut le cas au Burkina Faso où, lorsque Ibrahim Traoré a demandé le départ des forces françaises, Emmanuel Macron est sorti pour dire non, ils ont besoin de la clarification parce qu'ils ne comprenaient pas la décision prise par les autorités burkinabées, etc., etc. Au Niger, la France a catégoriquement refusé de partir du Niger, y compris même son ambassadeur qui s'était montré indéboulonnable. Sylvain Filmet, vous vous rappelez? Au point où il a été bouté par le peuple lui-même, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui vient proclamer les bonnes relations et que bon, c'est de façon délibérée qu'il a décidé de partir parce qu'il y a eu des coups d'État et que bon, il n'est pas de support des coups d'État et que les nouveaux dirigeants du Sahel ne tombent pas dans l'optique de lutter contre le terrorisme, etc. Alors que c'était avec la présence de la France que le terrorisme s'était métastasé dans tous les pays du Sahel, y compris ceux du littoral, dont le Togo par exemple, voyez-vous. Donc, ça veut dire que étant dans un tel déni permanent, ce monsieur-là s'est enfermé dans une forme de bulle où il est narcissique, imbu de sa propre personne et il rêve à tout moment d'un pouvoir qu'il n'a en réalité pas. C'est parce que il a effondré littéralement l'image de la France, il a effondré tous les attributs qui faisaient de la France un pays quand même des droits de l'homme, un pays de démocratie, etc. Que du coup, il compense cela par une rhétorique creuse qui n'a aucune emprise sur le réel. Et donc, je pense qu'on n'a même pas besoin de le prendre véritablement au sérieux. On a juste l'occasion de saisir ces dérapages, ces faux pas pour continuer de sensibiliser l'ensemble des peuples d'Afrique sur le besoin de nous assumer par nous et de comprendre qu'on ne peut aucunement compter sur une puissance quelconque, quelle qu'elle soit, pour pouvoir nous sauver de notre situation. Environ 15 000 soldats français étaient déployés donc dans le Sahel. La force Barkhane pour appuyer les armées régulières dans la lutte anti-djihadiste. La force Barkhane devrait également appuyer le G5 Sahel qui finalement n'a pas réussi à décoller. Les médias africains rapportent que la France a été poussée à la porte, mais pour Emmanuel Macron, ça a été plutôt une renégociation, pardon, mais une grosse différence. Non, je vous ai bien dit qu'on est en face d'un monsieur qui est dans un déni permanent. C'est-à-dire qu'il est dans sa sphère et il est sûr que ce qu'il dit, il est dans les péroraisons tonitruantes sans aucune emprise sur le réel. Il vient nous servir que c'est la réorganisation et que il y avait deux volets. Le premier, c'est le volet sécuritaire. Ils étaient vraiment engagés que c'est parce qu'il y a eu des coups d'État qui est parti. Alors qu'on l'a littéralement chassé. Il y a même une plainte contre la France qui est en souffrance aujourd'hui, donc qui est émise par le Mali qui est en souffrance auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies où la France devrait s'expliquer sur sa connivence et donc sa complicité avec les terroristes, voyez-vous, dans le Sahel. Elle n'arrive même pas à réagir et donc elle étouffe précisément cette plainte de prospérer à tout point de vue. Il a parlé de ce pays-là, voyez-vous, c'est le Tchad et le Sénégal qui récemment avaient annoncé précisément le processus de démantèlement ou bien de retrait de ces militaires-là. Et y compris donc précisément la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il affirme qu'il a en fait demandé à réorganiser cette armée et qu'il a laissé
par politesse, la primeur de l'annonce de cette nouvelle au président, là, et que bon, aujourd'hui, on lui colle l'étiquette de celui-là qu'on chasse. En réalité, il est en train de jouer avec l'intelligence des Africains. On peut comprendre que la France puisse dire que quelqu'un comme le président ivoirien lui serait ingrat du fait que sans la France, ce dernier ne serait jamais venu au pouvoir parce qu'il a fallu que les forces licornes françaises mitraillent ou bien bombardent la présidence ivoirienne pour déloger donc le président Gbagbo, pour que ce dernier vienne. Qu'il parle de lui comme ça, on peut comprendre. Tout au moins encore qu'il parle du Tchad, que le président Mahamat Déby n'est pas reconnaissant parce que c'est lui qui l'a adoubé. On comprendrait. Mais aujourd'hui, à un accord. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, Mohamed Kaka dit clairement qu'il n'est plus prêt à collaborer avec la France. Le Sénégal, dans sa position, on avait des doutes, mais la réponse donnée par Ousmane Sonko montre clairement que ces messieurs ont adopté une méthode assez élégante de gestion justement de cette question-là. Donc ça veut dire que les deux pays sont écartés justement du langage qu'il a été tenu, que Macron a été amené à tenir. Peut-être qu'il parlait peut-être de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, puisque le président Ouattara, du haut de ses plus de 80 ans, nous a annoncé subitement qu'il entendait organiser un retrait coordonné et concerté. Voilà. Mais aujourd'hui, avec tout ce que le président Macron dit, ça veut dire que c'est avec lui. Puisqu'il n'a pas apporté de démenti par rapport à tout. Et puis par une élégance manifeste, il sort pour dire que c'est moi qui leur ai dit de dire ça. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que... C'était la rupture de trop pour Emmanuel Macron. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une rupture? Ça veut dire, vous savez que lorsque le président Ouattara avait annoncé le retrait des forces militaires françaises, les pays de l'AES avaient sorti un communiqué indiquant qu'en fait c'était une réarticulation, qu'on dissimulait précisément la présence française, c'était pour revenir sous une autre forme et continuer le projet de déstabilisation. Ces propos ont encore au Nigeria, un pays membre de la CEDEAO. Ce propos ont été encore renforcés par le général Tchani, qui était allé dans les détails sur la présence des bases militaires françaises au Bénin, et puis tout le jeu qui se faisait à Abidjan, et puis mais les connivences aussi qu'il y avait avec le Nigeria qui semblait bien sûr être disposé à recevoir une base militaire, etc. Aujourd'hui, Macron confirme qu'en réalité, il a initié un nouveau dialogue avec ces pays-là pour justement se repositionner, se réorganiser autrement. Et ça, c'est d'autant plus vrai que le général Didier Lecastre, qui est le patron de Géos, avait dit devant le Sénat français que, en tout cas, la méthode démonstrative bruyante ne peut plus marcher en Afrique, et que si la France entendait continuer de maintenir son influence dans ces pays-là, il va falloir changer de méthode par une méthode beaucoup plus discrète et qui lui serait beaucoup plus efficace. Et il dit même que ils ont déjà commencé ce genre d'opération-là à Abidjan depuis décembre 2023, où ils ont pris le contrôle de tout le port d'Abidjan. Et aujourd'hui, ils visent le port, l'aéroport, le port Boué, et puis la zone de l'Homme Nord, où c'est un champ de tir. Ils entendent faire de ces coins-là des centres, des camps d'opération, voyez-vous. Donc, c'est pour dire qu'en fait, en ce 21e siècle, il faudrait que nos dirigeants d'Afrique comprennent qu'ils ne peuvent plus œuvrer dans la mesquinerie, dans le mensonge, dans la délation, dans la fourberie, parce que les intelligences se sont éveillées et les moyens d'observation, d'analyse et de détection de toutes ces subterfuges-là sont foisons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, je salue véritablement la vigilance des pays de l'Est qui ont anticipé ce que Macron est aujourd'hui en train de confirmer avec les traîtres de l'Afrique. Et je pense qu'il risque d'être boudé hors d'état, en tout cas du contexte africain, parce que les consciences qui sont mobilisées aujourd'hui et éveillées risquent précisément de les dénuder chaque jour un peu plus, et vraiment c'est ridicule. Après le départ des forces françaises de Centrafrique, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Tchad et le Sénégal ont annoncé en novembre dernier leur volonté de faire partir de leur pays également les troupes françaises. Ils seront suivis dans cet élan de généraliser le souverainisme par la Côte d'Ivoire également.
restera Djibouti, d'autres pays où les forces françaises sont encore implémentées. Qu'est-ce que cette situation renvoie de l'image même de l'Afrique et de ses relations avec son ancien collègue? Non, j'avoue que, comme je l'ai dit à l'instant, ces États-là qui pensent qu'ils peuvent encore se confondre en courbettes devant Paris, pensant que la France a encore son aura d'hier et pourrait les couvrir, les protéger, et que bon, en contrepartie, ils se sentent dans la redevabilité de garder les forces françaises en Afrique. Ils risquent de s'effondrer tout seuls. Parce qu'en réalité, le contexte aujourd'hui montre clairement que la France, en tout cas par la voix de Emmanuel Macron, ne représente plus rien sur le plan mondial. Vous voyez combien de fois le président Macron est ridiculisé à tout point de vue dans chacun de ses voyages. Vous vous rappelez bien la fameuse table de 6 mètres qui lui a été réservée par le président Poutine lorsqu'il était allé de façon hasardeuse pour négocier, en tout cas donner des injonctions, si vous voulez, à Poutine sur la question ukrainienne. Vous voyez combien de fois, comment il a été recadré par le président Tshisekedi lorsqu'il est allé à Kinshasa voulant troquer l'histoire et un certain nombre de faits et commencer à parler avec condescendance, etc. C'est pour dire qu'à tout point de vue, vous voyez un peu avec quelle maladresse le président Macron avait intercepté Joe Biden au sommet du G7, je crois, à Londres, où il vient lui parler d'un appel téléphonique confidentiel entre lui et Poutine, etc. Donc tout cela pour dire que ce monsieur est un narcissique et qu'il n'a aucun sens de l'État. Et donc si aujourd'hui il vient à déchiqueter, à déstructurer tout l'État français, on ne comprend pas comment des dirigeants africains qui se veulent souverainistes, qui sont élus pour travailler dans le compte de leur pays, se mettent encore sous ses bottes pour encore abriter les forces françaises qui sont une relique de la colonisation et dont la conséquence et l'impact ont été véritablement désastreux pour le continent africain. Je pense que Macron, je l'ai dit, il est dans le déni, il est dans le mensonge, il est dans les contre-vérités, puisqu'il semble se détacher justement des conséquences de la colonisation, puisqu'il nous rappelle que l'Afrique, c'est un continent de l'avenir, de la prospérité, et que 75% de cette population a moins de 25 ans, et donc qu'il ne devrait pas se sentir concerné par les questions de la colonisation. Or, en réalité, la France, aujourd'hui, ne fait que jouir des fruits de la colonisation. Le franc CFA est un produit de la colonisation. Parce qu'au moment où il était question de décoloniser l'Afrique, la France n'étant pas prête pour un tel processus par lequel il se la coule douce et donc pille nos ressources, a mis des guérites à tout point de vue sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Et le franc CFA en est une illustration parfaite, puisque ce que la France gagne à partir donc de ce contrôle de nos ressources financières est énorme. Le privilège, les accords coloniaux qui permettent à la France d'être privilégiée et le seul interlocuteur en termes d'échanges commerciaux, etc., montrent véritablement que quand la France n'est pas en Afrique, elle s'effondre tout seul. La preuve, c'est la situation de l'économie aujourd'hui, après que le Niger est renvoyé Orano, qui n'exploite plus donc son uranium, après que les forces françaises qui travaillaient dans l'ombre pour piller l'or, le diamant, en tout cas le pétrole, etc., au Burkina Faso, au Mali et au Niger, vous voyez un peu à quel niveau se trouve aujourd'hui l'économie de la France. Donc, ça veut dire clairement que, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, toutes ces bases militaires sont appelées à quitter véritablement l'Afrique parce qu'elles n'ont pas sa place là-bas. C'est parce que le président Macron n'a pas le sens de l'honneur qu'il pense pouvoir se justifier ou même expliquer encore une quelconque présence des forces françaises en Afrique, d'autant plus que la France n'a pas été le seul pays colonisateur. Il y a eu beaucoup d'autres pays, le Portugal, l'Angleterre, etc., qui étaient en Afrique, mais qui sont partis à la suite de la décolonisation. Pourquoi donc, au sein de tous ces pays-là, c'est toujours la France qui doit toujours nous rappeler ce mal pernicieux qui a traumatisé les Africains, qui a décimé des âmes africaines, qui a vraiment créé le préjudice abyssal le plus inconcevable, et c'est la France qui s'en gargarise encore aujourd'hui. Je pense que c'est un drame et on ne doit plus en parler dans les mois à venir, puisqu'il faut qu'on aille à autre chose. Certains États africains doivent leur souveraineté à la France grâce à un appui sur le plan militaire.
hier. Que comptent sérieusement faire les dirigeants africains, justement, sur le plan économique, sur la question du franc CFA qui divise toujours les opinions? Ils n'ont pas d'autre choix que de comprendre qu'un pays souverain s'assume de plein pied et à tout point de vue. La question économique ne doit pas être une question de débat lié donc à ce franc-là qui est un franc issu précisément de la colonisation. Il en est de même des forces militaires dont nous parlons. C'est-à-dire que tout ce qui a été conçu, monté, fomenté dans le contexte de la colonisation pour sous-traiter les Africains et leur donner le sentiment qu'ils sont en deçà en termes d'intelligence et de faculté d'initiative, etc., et même de capacité de gouvernance, tout cela doit être déstructuré de fait aujourd'hui parce que nous sommes à la tête, en tout cas dans des pays qui se veulent souverains. On est d'accord? Donc, si le président Macron ne le comprend pas, on ne va pas lui en vouloir parce qu'il a bien compris que sans nous, son pays ne peut pas avoir d'existence légitime. Voyez-vous? Je pense que Ousmane Sonko lui a bien rappelé que parce qu'il se fait tellement d'illusions d'une puissance et d'un pouvoir qu'il n'a absolument pas. Ousmane Sonko lui dit qu'il n'a ni la capacité, c'est-à-dire la France, ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité, etc. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que la France pèse aujourd'hui sur le plan mondial, etc. Surtout avec tous les errements et les écarts de comportement de Macron. J'ai rappelé en fait les données économiques. On peut aller davantage. Aujourd'hui, vous imaginez que les investisseurs au plan mondial font plus confiance à la Grèce qu'à la France. C'est-à-dire que la France est obligée de payer en termes d'intérêt, de taux d'intérêt, des crédits crépants plus grands que la Grèce, par exemple. C'est pour dire qu'en termes de crédibilité, de fiabilité, en tout cas de confiance, la France s'effondre littéralement. Et il ne saurait en être autrement dès lors que les Français ont commis cette erreur de mettre le pouvoir entre les mains d'un monsieur relativement immature et qui ne compte que en fait sur sa connaissance purement intellectuelle. Or, il y a diplôme et diplôme. Quand vous allez à l'école, vous avez des connaissances, vous vous manifestez là-bas. Mais pour vous manifester en société, pour développer des qualités managériales et vous montrer leader, vous devez forcément aller à l'école de la vie. Emmanuel Macron n'a pas eu l'occasion, malheureusement pour lui, de télécharger sa personnalité sur des fronts sérieux qui lui permettraient d'étoffer son caractère et d'ouvrir davantage sa capacité d'écoute, d'analyse et de compréhension des autres. Voyez-vous? Et donc, il est sûr d'être pratiquement un homme providentiel, non pas seulement pour la France, mais aussi pour beaucoup de pays du monde. Parce que, quand vous suivez son discours, vous avez le sentiment qu'il s'est érigé en dirigeant du monde. Parce qu'à tout point de vue, tout ce qu'il a décrit dans les relations entre la France, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, les États-Unis, la Chine, etc., c'est toujours la France qui est le pays de référence, qui est le modèle inspirant et qui entend véritablement s'affirmer à tout point de vue. Or, dans tous ces pays, là, vous vous rappelez récemment, Emmanuel Macron était en Argentine, il n'y avait même pas un seul officiel pour aller l'accueillir. Il était obligé de serrer la main aux bagagistes, etc. C'est pour dire qu'en réalité, il ne fait effet à personne au plan mondial. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes révoltés de constater que des dirigeants africains pensent qu'ils peuvent toujours se confondre en courbettes et se soumettre face à un monsieur dont la crédibilité est quand même compromise et qui s'est déstructuré lui-même au plan mondial et à tout point de vue. Donc, sur le plan du Sénégal, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, ne pensez-vous pas que les choses commencent par changer? Mais les choses ont changé depuis l'arrivée de Assimi Goïta au Mali, et Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et Abderrahmane Diani au Niger. Vous avez vu, ils ont lancé le ton. Une nouvelle dynamique est amorcée. Et les opinions se sont émerveillées. La preuve en est que nous sommes au Togo, nous parlons bien du Sahel aujourd'hui. Ça veut dire que les aspirations profondes liées au bien-être, à l'épanouissement, à l'affirmation de la liberté, des indépendances et de la souveraineté des pays africains, c'est un processus qui est enclenché et qui est
irréversible, et quel que soit les gesticulations. Ce nouveau paradigme-là aux futures générations, quel rôle crucial pensez-vous que ce mouvement panafricaniste aujourd'hui peut jouer? Non, c'est un travail formidable, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le simple fait d'en parler, simple fait d'éveiller les consciences, de rappeler des faits et de tenir un discours cohérent qui rappelle un certain nombre de choses et qui montre toute la conspiration qui a été faite contre les peuples d'Afrique s'avère suffisant pour mobiliser les consciences et faire en sorte que les dirigeants... Au départ, lorsque le Mali avait enclenché le processus là, on s'était dit, écoutez, ce dernier, il rêve là. Il est qui en Afrique, dans le Sahel, pays pauvre comme il est, pour tenir tête à la France? C'était ce genre de discours qui nous était servi. Et on nous a même dit que si jamais la force Barkhane quittait le Mali, ce pays allait s'écrouler parce que les terroristes allaient envahir toutes les villes de Bamako, du Mali, y compris Bamako. Aujourd'hui, c'est quoi le résultat? Vous voyez que ces États-là ont eu l'intelligence et la finesse de s'organiser pour commencer à bouter hors d'état de nuire tous ces voyous qui sont visiblement armés et soutenus par un pays comme la France. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'on n'a même plus d'efforts particuliers à faire. On a juste qu'à rappeler cela. Heureusement que le monde se planétarise. On a les réseaux sociaux, on a les médias d'information et de communication. Il faut avoir du contenu pour chaque fois parler, pour communiquer, de sorte que une masse critique se construisent autour de ces idéaux-là. Et donc, vous allez voir, aujourd'hui, ce n'est plus les trois pays, c'est aussi le Sénégal, c'est aussi le Tchad. Et attendez voir ce que d'autres pays entrent en jeu. Parce qu'en réalité, si cette dynamique-là ne va pas à une vitesse de croisière, c'est parce qu'il y a des vassaux qui pensent tenir leur légitimité à partir de la France et qui renoncent justement à un projet de construction ou de préservation des intérêts de leur propre pays. Parce qu'à la fin, Luc Abaki, dans son discours, le président français a également estimé que certains pays africains ou certains dirigeants africains doivent en merci à la France. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc vous voyez que l'hôpital se moque justement de la charité. Les Africains qui ont lutté pour libérer la France des griffes des puissances occidentales, y compris l'Allemagne, voyez-vous, Sonko lui a encore dit que si nos tirailleurs là ne s'étaient pas mobilisés, et ceux-là même qu'on a traités, qu'on a maltraités, qu'on a trahis, etc., ne s'étaient pas mobilisés pour sauver la France serait peut-être aujourd'hui un pays allemand. Oui, mais jusque-là, malgré tout cela, ces services aussi nobles rendus à la France, l'Afrique aujourd'hui ne demande pas à la France de le remercier. Vous voyez? L'Afrique demande à la France tout simplement de s'occuper d'elle, de partir et de s'occuper d'elle. La France, c'est un territoire relativement vaste. Ils ont des moyens là-bas. Ils ont des ressources humaines. Ils ont des ressources. Ils peuvent s'organiser pour se positionner en tant qu'État. S'ils veulent bien être dans la posture de puissance, c'est tant pis. Mais la France n'a aucun droit aujourd'hui de se mêler de ce qui se fait en Afrique. Si elle doit venir dans un contexte de partenariat gagnant-gagnant, comme c'est le cas avec tous les autres pays du monde. Voilà le discours qu'on lui demande. On ne réclame pas la reconnaissance. Les Africains ne réclament pas la reconnaissance. Les Africains aspirent à la liberté. Ils veulent tout simplement s'assumer. Et donc, cette condescendance, cette façon de revendiquer un merci d'obéissance ne peut pas passer en Afrique. Et donc, on ne peut d'ailleurs que en rire. Parce que là, un homme sérieux ne peut pas tenir ce genre de langage. Surtout qu'il était dans un contexte de diplomatie. C'est-à-dire, c'est une conférence des diplomates. C'est quoi la diplomatie? Je veux parler sous le contrôle des diplomates chevronnés comme Abdoulaye Diop ou Robert Doucet, qu'ils me disent. Mais la diplomatie, c'est là où on affine le langage. C'est là où il y a l'élégance. On fait passer des pilules, mais de sorte que ce soit agréable et que ça soit assimilable. Est-ce que Emmanuel Macron était un diplomate devant les diplomates et très quand il parlait? Pour conclure, après ces propos controversés du président français Emmanuel Macron, certains observateurs sur le continent estiment que le président devait présenter des excuses. Vous partagez cet avis? On n'en a même pas besoin. En fait, je vous ai dit, j'ai déjà montré qu'il n'est pas crédible, il n'est pas fiable. Que devant même le peuple français qu'il a élu, qu'il a missionné pour qu'il résolve ces problèmes-là, il ne peut absolument rien. Et donc, finalement, il n'est qu'un amuseur de galerie. Chaque fois qu'il tient ces écarts de langage, il nous donne l'occasion d'éveiller les consciences sur nos territoires, de rappeler à nos dirigeants leurs responsabilités et de faire en sorte qu'on commence à se construire au plan interne, de sorte que la France, de gré ou de force, comprenne qu'elle n'a pas sa place dans nos États, en tout cas
sous la formule qu'elle est en train d'appliquer aujourd'hui. Un peu, c'est tout. Lucas Baki, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur notre plateau sur ce thème. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.